Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. La Côte Imo tous les jours sur Radio Imo et Bismart pour décrypter les tendances dans l'immobilier, mais aussi l'économie de la construction de la ville ou encore l'urbanisme. Et comme tous les jeudis, nous sommes aujourd'hui dans une Côte Imo politique puisque nous allons parler politique aujourd'hui. Sylvain, bonjour. Absolument. Bonjour Nicolas. Politique, il s'agit bien de cela puisque période électorale oblige. Bien évidemment, on a déjà les résultats des législatives. En effet, l'empilement des normes légales, inflation normative, parfois des contraintes qui sont opposées, même des textes qui disent le contraire. Bref, pour s'y retrouver, c'est quand même une sacrée jungle. Et même si nul n'est censé ignorer la loi, la réalité, elle, Nicolas, est beaucoup plus complexe. Et au sommet du jour, on va parler de l'IRL. Vous savez, c'est l'indexation de révision des loyers, qui est un indice encore d'actualité. On se rappelle d'ailleurs que Monsieur Manot, le président de la CLCV, avait été reçu par Bruno Le Maire pour envisager éventuellement un gel de l'IRL pour une année. Qui va payer la note? Peut-être encore une fois les propriétaires. Et ensuite, nous passerons en revue la feuille de route immobilière du nouveau gouvernement. Bien évidemment, on ne bouge pas, vous êtes dans Politique Immo, on se retrouve tout de suite après. Voilà, plus connu pour l'ensemble des bailleurs et de leurs locataires sous l'acronyme d'IRL, l'indice de référence des loyers s'enflamme. Que faire pour endiguer cet emballement? La réponse est avec notre invité sur le plateau, Nicolas. Bonjour Roselyne Conan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. Vous êtes directrice générale de l'ANIL et avec vous, on va essayer de comprendre si cet IRL, indice de référence des loyers, est encore d'actualité aujourd'hui. Alors, on peut peut-être commencer avec un chiffre, l'indice de référence des loyers au premier trimestre 2022 qui fait un bond plus 2,48%. Alors, c'est un bond par rapport au loyer qui était payé par les anciens locataires, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, en lien avec l'inflation, c'est si élevé que ça? Et surtout, est-ce que ça va suivre l'inflation? Parce que quand on regarde un petit peu les anticipations d'inflation des différents économistes qu'on peut écouter, ça peut faire peur vis-à-vis du coût de son logement. Donc, j'ai envie de vous poser une seule question pour commencer, et ça nous amènera peut-être à faire un petit peu d'historique. Est-ce que c'est un indice qui est encore d'actualité quand on est dans une période d'inflation aussi forte et aussi rapide sur le sol européen? Alors, aujourd'hui, il est évidemment d'actualité puisque aucun texte n'a décidé de le faire évoluer ou changer. Ce qu'il faut savoir, c'est un indice de référence des loyers, avoir une évolution si importante. On peut retrouver les mêmes taux d'augmentation, on remonte en 2012, et même en 2008, on était à une augmentation de plus 2,83. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc ça laisse entendre que ça peut continuer à augmenter. Ça peut continuer, sachant que l'indice de référence des loyers, il correspond donc à la moyenne sur les 12 derniers mois de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac, hors logement. Ça veut dire qu'il va évoluer en prenant en considération au même rythme que les autres biens et services, qui vont entrer donc dans la composition de l'indice des prix à la consommation. Et en fait, on observe un panier de produits qui, par l'effet de l'inflation, va augmenter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la première répercussion, elle est un petit peu en décalé. Donc on va plutôt vers un indice qui vont continuer à augmenter. Et oui, un indice qui va augmenter. En fait, c'est là qu'on comprend en fait la demande de la CLCV. Vous avez certainement vu vous aussi les journaux. Le gouvernement gèlera-t-il l'augmentation de l'IRL? Parce que si vous prenez l'augmentation de l'inflation que personne n'a vu réellement venir dans des flux pareils, avec ça fait bondir les loyers. Ça pourrait faire bondir les loyers de façon significative à l'heure où le pouvoir d'achat baisse. Alors, vous gérez un réseau, vous gérez un réseau, parce que l'ANIL, donc c'est l'Agence nationale d'information pour le logement, et vous avez des ADIL qui dépendent en fait, c'est des structures qui permettent de donner des conseils. Est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, si vous sentez là, dans le mouvement des demandes qui remonteraient du terrain justement sur ces fameuses indexations de loyers? Est-ce que parmi les dossiers, les demandes que vous avez, vous en parlez beaucoup? Est-ce qu'il y a une tension ou est-ce que vous identifiez une demande très plus forte en ce moment? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les plus de 900 000 consultations que l'on délivre chaque année, la moitié relève des rapports locatifs, puisque le logement, c'est un sujet qui est... Voilà. Alors, rapport locatif, c'est plus large que ça. C'est le loyer, ça peut être le congé. Bien sûr, on reçoit plus de 100 000 bailleurs.
Ah oui, bien sûr. Oui, parce qu'on a toujours tendance à croire que Ah, les ANIL et les ADIL, donc les ADIL sont souvent réservés aux consommateurs, c'est-à-dire pas du tout. aux C'est-à-dire usagers. qu'en tant qu'investisseur, vous pouvez venir nous voir pour avoir des informations sur le Pinel, pouvoir comprendre comment on défiscalise avec le dispositif de Normandie. Trouver des baux adaptés, par exemple. Trouver des baux adaptés. Vous êtes copropriétaire et vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de devenir membre du conseil syndical. Et vous aimeriez savoir comment ça fonctionne, vous pouvez venir voir votre ADIL. Vous avez un projet d'achat immobilier. Vous dites, oh là là, le prêt à taux zéro, ça me parle, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce que je dois aller voir ma banque? Est-ce que je dois aller voir une banque en particulier? La rénovation énergétique, bien évidemment. Comment se combinent justement à la fois les aides à l'achat, à la rénovation, mais les aides nationales et les aides locales, puisqu'on recense l'ensemble des aides des collectivités territoriales, qu'elles soient pour l'accession à la propriété ou pour la rénovation. Et alors, sur ce sujet d'indice de référence des loyers, est-ce que vous voyez... J'en reviens à un autre sujet. Alors, évidemment, tous les sujets loyer, évolution de loyer, c'est des choses qui reviennent très régulièrement. Alors, vous dire qu'on a une avalanche de demandes, voilà, pas forcément. On a des demandes comme on en a tout le temps. Mais il y a une... Alors, je pense que les propriétaires bailleurs, aujourd'hui, sont plus inquiets sur les sujets de interdiction de mise en location, interdiction d'augmenter les loyers avec les références, avec les échéances qui sont devant nous. Aujourd'hui, voilà, les locataires viennent nous solliciter comme habituellement sur le sujet de l'augmentation. Et c'est aussi les locataires en difficulté qui viennent nous voir. Bien sûr. Qui sont des gens d'impayés. Qu'on va pouvoir accompagner. Que vous accompagnez avec la commission de conciliation, le rapport avec les bailleurs éventuellement? Alors, on peut intervenir. Alors déjà, on va déjà faire un point de situation. Est-ce que vous êtes éligible aux aides au logement? Si l'impayé est constitué, peut-être mobiliser le fonds de solidarité logement. D'autres aides locales, puisque certaines collectivités territoriales distribuent des aides complémentaires. Donc, elles connaissent bien les différentes aides, puisque le FSL, ça peut être aussi des aides pour le paiement des énergies, les différentes factures. Donc, évidemment, pour les locataires qui sont déjà en impayé et qui voient leur loyer bondir, c'est évidemment un sujet... Est-ce que ce ne serait pas même souhaitable de se dire qu'à un moment, on arrête d'augmenter les loyers? Parce que, effectivement, si c'est indexé à l'inflation, mais donc, en fait, qui dit augmentation de l'inflation... Mais que dites-vous, Nicolas? On va se mettre tous les propriétaires sur le dos, là. Oui, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'intérêt du propriétaire et de l'autre, il y a des sujets logement. Ça veut dire que si c'est indexé à l'inflation et que mécaniquement l'inflation amène une baisse de pouvoir d'achat de ceux qui ne sont pas propriétaires, est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment limiter la hausse pour permettre aux gens de continuer à se loger? Alors, c'est pas moi qui vais répondre à la question parce que je suis pas encore ministre du logement. Mais, non, mais en tout cas, c'est un questionnement qui est véritable quand on est sur... en fait, mois après mois ou trimestre après trimestre, on voit l'inflation augmenter. Donc, globalement, on pourrait se dire, dans des moments d'augmentation aussi forte, on pourrait intervenir extérieurement à la loi du marché pour dire... C'est la tentation du gouvernement actuel, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IRL, tel qu'il existe aujourd'hui, il n'existe pas depuis des décennies. Il existe depuis 2008. Avant, on avait un autre IRL. Et puis avant, on avait la moyenne des indices du coût de la construction. Et avant, on avait d'autres systèmes. Donc, évidemment, ça évolue dans le temps. Donc, peut-être qu'il faut penser une évolution c'est vrai que si vous prenez l'inflation, que vous y appliquez effectivement le taux actuel de l'URL, qui n'est pas du tout conforme à l'inflation, ça peut représenter 1/5 de perte de revenus locatifs pour les bailleurs, en sachant que la plupart des bailleurs ont besoin éventuellement d'un complément de retraite, donc ça, puisqu'ils attendent aussi les loyers. Et puis il faut aussi rappeler que la plupart des bailleurs ont un bien éventuellement mis en location, donc on a quand même une perte. Justement, cette inflation aujourd'hui entraîne des baisses de pouvoir d'achat significatives, beaucoup plus que effectivement les années passées. Est-ce que justement dans vos dossiers vous accompagnez les personnes en difficulté? Est-ce que ce chiffre de personnes en difficulté, vous constatez une augmentation, ou est-ce que on est toujours sur un rythme équivalent de dossiers? Alors peut-être. Ou c'est peut-être trop tôt? Alors, je pense que là, c'est trop tôt pour mesurer l'effet, puisque finalement, le bon, il est quand même très récent. Il va concerner... sur les indices des mois précédents, des trimestres précédents. Alors, en fait, pour vous rappeler comment on fonctionne, en fait, tout d'abord, il faut déjà, pour que la révision s'applique, il y ait une clause dans le bail. D'accord, voilà. Ok. S'il n'y a pas de clause dans le bail, il n'y a pas de révision. D'accord, ok. Mais elle y est systématiquement, non? Elle y est très souvent. Oui, voilà. D'accord. Ensuite, vous rappelez que la révision n'est pas automatique. C'est-à-dire que si le propriétaire, et ça c'est récent, c'est la loi Allure, si le propriétaire ne la réclame pas, elle ne s'applique pas. Et si le propriétaire ne la réclame pas pendant un an, ça veut dire qu'elle est perdue et il pourra l'année suivante, donc à la date anniversaire ou à la date mentionnée dans le bail, calculer la révision du loyer. Alors, il ne peut pas faire d'effet rétroactif. Alors,
Deux choses. Il y a, par rapport à la somme, effectivement, si dans l'année, il se rend compte qu'il a oublié de le demander, effectivement, il doit faire sa demande dans l'année. Le différentiel, pour réclamer ce différentiel, il a 1 an. Mais ce qu'il faut savoir, et ce qui n'est pas tranché par la jurisprudence, c'est un instant T, j'oublie de réviser. À T plus 1, je révise. Donc, je dois normalement réviser avec l'indice publié et celui de l'année d'avant. Je ne rattrape pas sur 2 ans. D'accord. La jurisprudence n'est pas encore stabilisée. Certains tribunaux disent qu'on peut revenir en arrière sans récupérer le différentiel de l'année d'avant. Et du coup, on gagne. Donc, parce que le sujet, c'est la base. Sur quelle base on applique le pourcentage? Le principe, c'est que la loi, c'était l'objectif de la loi Allure, c'est qu'on oublie une année, on perd cette année. C'est-à-dire qu'on va réviser T-1. D'accord, on paye 1 000 € par mois, on aurait dû augmenter de 2%. De 10 €, par exemple, on aurait dû augmenter de 10 €, on ne l'a pas fait. Donc on reste c'est pas sur une grave. base 1000. L'année d'après, on doit augmenter que de 3 €, on n'augmente que de 3 €. Mais sur une base 1000 toujours, parce qu'on a oublié de le faire l'année précédente. D'accord. Voilà. Mais la jurisprudence n'est pas stabilisée encore. Oui, on a certains. Je pense qu'avec les effets du pouvoir d'achat, il risque d'y avoir des éléments. Est-ce que, je ne sais pas si dans vos attributions de répondre à cette question, mais est-ce que il y aurait une mise en cause, peut-être une remise en cause du système de l'IRL tel qu'elle est conçue aujourd'hui? Ou est-ce que vous pensez, vous, qu'il y avait un recul suffisant dans le métier, pensez que finalement, qui a été adapté à la réalité? Ça a été le cas, puisque avant il y avait l'indice du bâtiment de la construction. Ensuite, il y a eu un autre indice qui est venu le remplacer. Et enfin, depuis 2008, vous l'avez rappelé, l'IRL, il avait changé entre... Voilà. Est-ce qu'il est adapté à la réalité contemporaine, si je peux m'exprimer ainsi? Après, c'est un choix. C'est un choix de... Est-ce qu'on laisse les loyers augmenter, sachant que... Enfin, on a eu du 2,83 en 2008. Donc... Oui, tout à fait. Donc, finalement... La période n'était peut-être pas la même. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans les mêmes circonstances. On n'avait peut-être pas forcément les mêmes enjeux qu'aujourd'hui. Mais on a eu des taux d'augmentation élevés. Aujourd'hui. Voilà. C'est que, effectivement, alors d'un point de vue investisseur immobilier... Peut-être se dire que la question sera réglée, puisqu'on a, à terme... On a une loi sur le pouvoir d'achat qui va être annoncée après les élections, qui traitera vraisemblablement ce sujet. Alors, on a eu effectivement des associations qui ont proposé un gel sur 1 an des révisions. Après, il faut peut-être se poser la question, voilà, est-ce qu'on fait évoluer le choix de l'indice de référence, comme ça a déjà été fait dans le temps? C'est possible. Tout est possible. Après, c'est le texte qui nous... Alors, il y a un autre enjeu qui est important, et ce sera notre dernière partie d'émission, justement avec vous, Roselyne Conan, c'est les enjeux majeurs de la rénovation énergétique. On ne va pas rabattre encore les chiffres, mais on est entré déjà dans le moratoire, enfin dans le calendrier, à partir du 1er janvier 2022, puisque l'IRL, l'indexation ne s'appliquera pas aux étiquettes G, notamment F et G, c'est-à-dire qu'on entre déjà dans ce calendrier contraint qu'a défini le gouvernement, pour le rappeler, donc jusqu'à 2023, 2025 et 2034, pour arriver, entre guillemets, à, pas la neutralité carbone, mais tendre vers une neutralité carbone. Le sujet de la rénovation énergétique est un sujet qui est à financer. Le succès de France Rénovation, devenu France Rénovation, avec mon accompagnateur Rénov et ma prime Rénov, ont été un franc succès. On attend le décret encore. Mais quand on décortique sur le volume des dossiers, plus de 800 000 dossiers, je crois, on voit que les 2/3, c'est de la maison individuelle. Depuis toujours. Donc, ça veut dire qu'on n'a toujours pas réglé l'habitat collectif. Comment on peut aujourd'hui imaginer qu'avec ce calendrier, on puisse y arriver quand on sait aujourd'hui qu'on a une offre de location qui décroît en volume par rapport à une demande qui, elle, ne cesse de croître? Alors, je pense qu'il y a 2 choses sur le sujet loyer et la rénovation énergétique. Il y a tout d'abord, cet été, la loi climat-résilience, qui finalement ne fait que étendre une disposition de la loi énergie-climat sur le blocage des loyers qui était en zone d'encadrement, qui maintenant est étendu à l'ensemble du territoire, où on ne pourra plus réviser, on ne pourra plus augmenter. Et quand on changera de locataire, il faudra qu'on applique le loyer de l'ancien locataire à partir du moment en F ou en G. Donc ça, c'est un sujet de j'ai du parc, je ne pourrai pas faire évoluer mon loyer. Et puis après, on a les autres échéances où je ne pourrai plus mettre en location du tout. Donc 25, 28 et 34. Exactement. Donc là, c'est 2 sujets. Donc on sait que le parc locatif est majoritairement dans le parc collectif. Et on sait que la copropriété, c'est un outil qui prend un peu de temps pour prendre les décisions, pour faire réaliser les travaux. Après, le texte a prévu des exceptions. C'est-à-dire que si le copropriétaire a fait l'ensemble des démarches pour faire voter la réalisation de travaux, mais que ça n'a pas abouti,
on ne pourra pas effectivement... ça ne pourra pas lui retomber dessus. Voilà. Il n'y aura pas d'effet, le juge ne pourra pas le contraindre à faire les travaux puisqu'il n'est pas maître là. Et puis, sur certains bâtiments où finalement le coût des travaux dépasse un niveau, je dirais, raisonnable. Donc on a quand même des cas d'exception qui sont prévus. Il n'empêche que... Et on finira évidemment, on n'a plus de temps. Voilà, il n'empêche que c'est un vrai sujet, hein, le parc locatif, les bailleurs, la mise en conformité avec les normes de décence, puisque c'est vrai qu'intégrer la performance énergétique dans les normes de décence, c'est un véritable enjeu. On a voulu motiver les bailleurs à réaliser les travaux. Donc sachez que le réseau des ADIL est présent pour justement accompagner les bailleurs, parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses qu'on peut déduire de ces revenus fonciers, il y a des choses que l'on peut mobiliser, différentes aides que l'on peut mobiliser pour faire réaliser les travaux. Et puis, il y a des choses qu'il faut faire dans un certain ordre, des travaux en milieu occupé, il y a des préavis à donner, il y a de l'information en préalable, etc. Mais on est là aussi pour répondre, donc comme on le disait tout à l'heure, hein, on n'est pas là que pour répondre aux locataires, on est là aussi pour répondre aux bailleurs. Et c'est ça qu'il faut retenir aussi. Merci beaucoup, Roselyne Conan. C'est malheureusement la fin de cette première partie d'émission. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'Expert Immo. De retour dans la Côte Immo, c'est maintenant le moment de l'Expert Immo. Et nous allons nous poser la question dans un instant de la feuille de route du gouvernement en matière d'immobilier ou de logement. Nous sommes au lendemain des élections législatives. Pour rappel, le sujet du logement n'a pas été un des sujets majeurs de cette campagne présidentielle. Le fait de ne pas avoir vu durant les mois qui ont conduit jusqu'aux législatives de ministres du logement nommés avec une telle fonction a pu faire hérisser les poils d'un certain nombre de personnes dans le secteur de l'immobilier. Et pour en parler, nous avons, Sylvain, le plaisir de recevoir sur le plateau de la Côte Immo Henri Buzy-Cazot. Bonjour Henri Buzy-Cazot. Bonjour. Quelle feuille de route pour le gouvernement? Beaucoup de questions qu'on a envie de vous poser. Sylvain, je vous laisse poser la première question. Sylvain, qui est assez remonté sur le sujet. Henri Buzy-Cazot, bonjour. Bonjour Sylvain. Voilà, on se connaît bien, vous et moi. Vous êtes le créateur du think tank de l'immobilier, le Cercle des managers de l'immobilier. D'ailleurs, on va faire un prochain webinaire de fin d'année pour justement les influences d'ordre politique. Vous êtes président fondateur de l'INSI, l'Institut de management des services immobiliers, qui est une école réputée en France. Vous êtes membre du Conseil national de l'habitat également, et vous êtes aussi éditorialiste dans plusieurs journaux, Capital, BFM. Bref, vous êtes quelqu'un que l'on écoute. On est ravis de vous avoir sur le plateau de la Côte Immo. On se connaît bien. Et effectivement, on va être en mode... j'allais dire en mode combat ou en mode interpellant quelque part, puisque on rappelle aujourd'hui qu'il y a 12 millions de Français mal logés, 2,5 millions sur des listes de logements sociaux avec dans un état de précarité assez avancé. Nous avons une offre qui ne cesse de décroître et une demande qui explose et une démographie absolument phénoménale. Si je compare sur les 40 dernières années, c'est 15 millions d'habitants supplémentaires. La question alors peut-être pas du ministère du Logement, mais la question du logement, elle reste toujours en suspens. On voit un peu se dessiner le cadre politique actuel, sous tension, c'est très clair. Première question que je vous pose, est-ce qu'il y a un marqueur de l'exécutif actuel à vouloir, je ne sais pas, peut-être sacrifier la politique du logement ou de dédaigner finalement ce qu'apporte aujourd'hui cette verticale immobilière de la construction dans notre pays? On a du mal à croire qu'avec autant d'intelligence, on puisse avoir une politique aussi délétère. Sinon, on arrivera à loger les Français correctement. Oui, je crois deux choses, Sylvain. D'abord, il y a une cécité ou une surdité de l'exécutif actuel. Bon, il ressemble beaucoup au précédent. Hein. La nation a reconduit le président Macron, même si des figures ont et vont changer au gouvernement. Voilà, on a des mêmes interlocuteurs qui, d'évidence, ne comprennent pas tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il y a une crise structurelle du logement dans notre pays, mais pas depuis 3 ans ou 5 ans, donc ça ne leur est pas imputable. Des problèmes existaient avant, depuis, on va dire, un bon quart de siècle. C'est un manque de logement, c'est une cherté du logement, des niveaux de prix qui ne sont absolument pas adaptés, on va y revenir. C'est un aménagement du territoire subi et un déséquilibre des territoires. Voilà pour ne citer que trois cancers. Bon.
qui ne sont pas du fait du gouvernement actuel. Non. Ça date d'il y a longtemps. Alors, le sujet quand même, lorsque pendant les 5 dernières années, on n'a pas agi, ça devient n'a pas du fait. arrangé les choses. C'est vrai. Voilà. Hein. J'utilisais, pardon, c'est peut-être excessif de parler de cancer parce que ça peut toucher des personnes, mais j'ai pris le nom d'une maladie lourde qu'on peut guérir si on la prend à temps et si on y met l'énergie nécessaire, et le malade et le médecin. Quand depuis 5 ans, on ne fait rien de tout ça, c'est sûr que ça n'a pas amélioré la situation. Mais ces maladies lourdes sont là. Que les pouvoirs publics actuels ne les voient pas, c'est condamnable. Deuxièmement, je dis qu'il faut qu'on balaye devant notre porte. La communauté immobilière. Alors, c'est qui la communauté ? Moi, j'en fais partie. Il y a les corps intermédiaires, comme on dit, les associations, les organisations professionnelles. Je crois qu'on n'a pas su expliquer quand quelqu'un ne vous comprend pas. Moi, si sur ce plateau, je dis des choses et que vous ne comprenez pas, peut-être que j'aurai une responsabilité. C'est peut-être que je n'ai pas été clair. Bien sûr. C'est peut-être que les messages ne sont pas cohérents, par exemple, si je vous dis des choses contradictoires. On a dit des choses contradictoires. Tenez, ça fait 2 ans qu'on dit que l'immobilier marche le feu de Dieu. Jamais eu autant de transactions. Est-ce qu'on a regardé ? C'est ce que j'entends sur les plateaux. Bien sûr. Voilà. Vous êtes un journaliste, vous n'êtes pas un spécialiste de ce secteur, vous entendez ça. Vous êtes un politique, vous n'êtes pas un spécialiste, vous dites ça va quand même très bien. Est-ce qu'on a regardé que ceux qui achetaient depuis 2 ans étaient toujours plus fortunés, avaient toujours des revenus plus hauts, et que les classes moyennes étaient de plus en plus éprouvées ? Non, on l'a pas regardé. On s'est dit formidable, 1 200 000 transactions. Qui les fait ? Peu importe. On a fini par avoir une voix tellement forte qu'on a oublié de dire que la construction était en pleine crise. C'est une descente aux enfers. Bon, on ne le dit pas assez fort. Oui, parce qu'eux, ils ont les permis de construire, mais ils ne peuvent pas construire derrière. Le sujet, il n'est pas là. Et donc voilà 2 exemples de messages complètement contradictoires. On a des organisations professionnelles qui ont fait quelques efforts, mais pas assez. Vous avez des voix, vous en avez 10. Alors quand vous êtes ministre, vous avez 10 voix, vous faites la synthèse, vous ne la faites pas. On a des vrais problèmes d'émission de messages. Alors, les temps qui viennent vont devoir résoudre les 2 problèmes. Il faut qu'on ait un public plus attentif côté décideur, côté gouvernement ou parlement. Et puis, il va falloir qu'on parle d'une seule voix et de manière simple et claire pour dire que ça ne va pas. Henri Buzicazo, on se connaît bien et je partage, vous le savez, beaucoup de vos idées, même si, effectivement, j'emploie pas toujours les mêmes termes, mais on est d'accord sur le constat. Il y a des enjeux législatifs et j'en veux pour preuve le fait que rarement, dans un secteur, ou sectoriellement parlant, on a subi une telle inflation normative. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous poser, savez-vous combien il y a eu de ministres du Logement depuis 1958 ? Alors, il se trouve que si on prend la Ve République, j'ai le chiffre en tête, je vais vous dire pourquoi. Parce que je me suis employé, moi je suis dans ce secteur depuis 31 ans. Vous avez cité plusieurs de mes titres, mais pas celui-là. J'y tiens beaucoup. Je commence à avoir une vision, profondeur historique. Eh bien, depuis 31 ans, moi j'ai connu, comme je vous connais, une petite vingtaine de ministres, 16 exactement. Bon, 16 ministères, parce qu'en réalité, je pense à 2 que sont Louis Besson ou Marie-Noëlle Lienemann, qui l'ont été 2 fois, mais non consécutives. Donc on les compte comme s'ils étaient différents. En réalité, j'ai connu 14 ministres différents. Bon, puis il y en a d'autres. Je les ai usés. Bon, moi, je suis toujours là. En tout cas, avant cette période-là, avant que j'entre dans ce secteur, il y en avait eu à peu près autant. Il y a eu 32 ministères. C'est exact. Depuis le début de la Ve République. C'est un délire. C'est un délire, et notamment l'histoire avec autant de lois à poser, pardonnez-moi, mais autant de lois à poser sur une loi, avec quelques grands ministres, et j'aimerais qu'on les cite et qu'on leur rende grâce. Parce que vous avez aussi travaillé pour certains d'entre eux. Je pense à Pierre Méignery, je pense à Pierre-André Prérissol, je pense à Jean-Louis Borloo, qui a été un grand ministre aussi de la ville et du logement. Et j'ai connu Jacques Barrot qui a créé le réseau des ADIL. Et comment vous venez d'accueillir. Alors justement, à la lumière de ce chiffre incontestable, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu un plan de programmation où, à la grande époque des commissariats au plan, vous vous en souvenez, incarné par un ancien ministre qui s'appelle Lionel Stoléru, qui est le père d'ailleurs de Emmanuel Vargon, qu'on n'ait pas pu, avec les évolutions démographiques, avoir structurellement, de façon planifiée, comme celle-là d'ailleurs pour l'armée ou le ministère de l'Intérieur, une loi de programmation qui sanctuariserait par exemple une politique à long terme. Alors, le commissariat au plan, par le passé, a travaillé sur les questions de logement. Je vais dire
Alors avec beaucoup d'émotion, parce que le titulaire aujourd'hui du Haut Commissariat au Plan, c'est François Bayrou, c'est l'un des 2 hommes politiques que j'ai servi, le deuxième c'est Pierre Méhaignerie. Eh bien moi je n'ai pas vu le plan ces dernières années produire cette feuille de route de long terme, car l'immobilier c'est du long terme. Tout bêtement, un promoteur, quand il va commencer à regarder un terrain et livrer un logement, il va se passer une petite dizaine d'années. Voilà, c'est très simple, hein. Mais il y a d'autres domaines où c'est ça, hein, pour fabriquer une nouvelle voiture. Oui, puis reconstituer une offre, il va falloir... Bien sûr. Donc c'est du long terme. Comment fait-on des politiques avec, depuis ces 10 dernières années, une succession de ministères qui l'occupent pendant 1 an, 18 mois, quand tout va bien? C'est pas possible. Et le commissariat devrait écrire une feuille de route. On ne sait pas, Sylvain, dans ce pays, aujourd'hui, de combien de logements on a besoin dans les 10 ans à venir, ni où on en a besoin. On n'a pas un outil. C'est le café du commerce. On dit 500 000 logements. On sait que c'est à peu près ça. Mais c'est peut-être 480, c'est peut-être 530. Et puis à quels endroits? C'est pas que dans les métropoles. On voit bien qu'il y a une nouvelle carte de France qui se dessine. On n'a pas cette vision. Bien sûr qu'il faut en passer par là. Autrement, on va dans le mur. Mais là, aujourd'hui, on parle de l'inflation. Il va y avoir une loi logement anti-inflation. Enfin, logement et autre chose. Mais c'est du très court terme. C'est pour régler les problèmes des 2-3 ans qui viennent, ça. Et non pas les problèmes structurels. Mais alors, une question pour terminer. Moi, une question que j'ai quand même souvent quand j'entends parler de logement, c'est est-ce que le logement peut être traité en dehors des transports, justement via les transformations qu'on voit actuellement de gens qui veulent déménager de grandes villes ou autres? Est-ce que ce n'est pas des sujets qui doivent être traités ensemble? Vous avez tellement raison, et c'est encore un hommage que je rends à Pierre Méhaignerie, donc ministre entre 86 et 89. Donc vous avez été l'un des conseillers. Et j'ai été son conseiller spécial, ça s'invente pas. Il avait le périmètre ministériel le plus large qu'on ait jamais connu et qu'on n'a jamais connu par la suite, avec l'aménagement du territoire, l'équipement, donc on en vient aux mobilités, bien sûr, les transports et le logement. Si vous n'avez pas cette boîte à outils gigantesque, vous pouvez avoir un secrétaire d'État, un ministre qui va vous aider, hein, c'est pas le sujet, c'était le cas. Mais cette vision d'ensemble, on parle d'aménager le territoire avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, faire venir les entreprises, les infrastructures, etc. Voilà, si on fait pas ça, si on ne traite que le logement avec les problèmes très circonstanciels du logement, ça marchera pas. Alors, vous avez évoqué cette idée, j'allais dire une vision matricielle et multipolaire du logement, et on y souscrit bien évidemment avec beaucoup de bon sens. Les pessimistes se font annonciateurs d'une crise équivalente à celle du début des années 90, avec des indicateurs qui sont pas bons du tout, et vous le savez, notamment sur la construction neuve, qui a atteint des chiffres rarement aussi bas. Il faut remonter à plus de 40 ans pour trouver des chiffres aussi bas sur les autorisations d'urbanisme. À chaque fois, on fustige les maires, mais sont-ils réellement les responsables dans cette tentation un peu jacobine de centraliser la décision et le pouvoir des territoires locaux? Concrètement, je reprends les termes d'alerte qui ont été avancés par le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger. Nous ne sommes pas loin d'une crise sociale. Peut-être verra-t-on les gilets jaunes du logement. Non, mais il a raison. Je vais vous donner 2 autres citations. 2 anciens ministres du logement. Pierre Méhaignerie dit « Nous nous préparons à la crise sociale de demain ». Il disait ça il y a 1 an. Emmanuel Cos, dans les mêmes termes, il ne s'était pas concerté. Bon, évidemment, c'est le cas. C'est épouvantablement triste. Je vais même vous dire une chose. Emmanuel Wargon vient d'être battu sèchement en législative. Bon, sorti au premier tour. Moi, je vous dis que ce qu'elle a payé, c'est pas de n'avoir pas fait le travail dans sa circonscription. Je ne le sais pas, mais j'ai pas de doute. C'est, je pense, qu'elle a payé aussi que son ministère et le précédent n'ont pas réglé les problèmes. La ministre en charge du logement, aujourd'hui, elle est porteuse elle incarne un échec lourd. Et bien sûr que ce sont des problèmes sociaux qui se profilent. Les classes moyennes, oui, vont remettre un gilet, je ne sais pas avec quelles conséquences, je ne sais pas de quelle couleur, mais c'est une évidence. Et on finira là-dessus, Henri Buzicazo. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de la Côte Immo pour échanger donc avec Sylvain Valency et moi-même. Et Sylvain, c'est la fin de cette émission du jeudi, donc cette émission dédiée Lévi Valency. Sylvain. Je vous taquine, Nicolas. Bien évidemment, on va se retrouver demain, comme tous les vendredis, on se retrouve pour parler de cité, d'urbanité, de patrimoine et d'architecture. Ça sera la séquence un peu plus agréable, peut-être parfois, par rapport à l'aspect politique. En tout cas, on est heureux de vous retrouver demain. Salut Henri.